Alors bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir, Fatima Das et Brigitte Bouchard. Brigitte Bouchard qui est donc l'éditrice de Fatima c'est un plaisir d'avoir l'éditrice et l'autrice en même temps. Alors on va peut-être une fois n'est pas coutume commencer par l'éditrice Brigitte Bouchard. Brigitte, comment avez-vous découvert justement Fatima? Quelle est votre histoire avec elle? Et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce roman? J'imagine la même chose que nous, mais avec un œil un petit peu plus différent de l'éditeur au cœur de ce roman. Hmm. Tout d'abord, bonsoir à tous, à toutes, et puis merci pour cette belle invitation. Alors donc, c'est en avril 2019, Olivia Rosenthal, l'autrice, m'a contactée pour me demander si je voulais participer à un jury à Paris 8 pour les finissants, finissantes en master de création littéraire. À chaque année, en fait, les professeurs qui sont responsables de ce master en création littéraire invitent des personnes de l'extérieur, des éditeurs, des journalistes, différentes personnes à participer au jury. Donc, j'avais déjà eu cette expérience au Havre. Au Havre aussi, ils ont un master en création littéraire et j'avais beaucoup aimé cette expérience. Donc, bien évidemment, j'ai accepté. Et puis, Fatima faisait partie des étudiants et étudiantes de ce master. Donc, parce qu'en fait, on nous a regroupés par groupe. Donc, moi, je crois que j'avais 6 manuscrits à lire. Et donc, quand j'ai lu celui de Fatima, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, qu'elle disait quelque chose de nouveau, en fait, qu'il y avait quelque chose de très fort, des choses qui n'avaient jamais été dites auparavant, parce qu'en fait, c'est ce qui est stimulant, en fait, pour moi, comme éditrice, quand je découvre des nouvelles voix, c'est que ces nouvelles voix disent des choses, ne répètent pas ce qui a déjà été dit, mais plutôt nous ouvrent d'autres perspectives. Et c'est le cas avec Fatima. Et même, je me souviens très bien que quand j'ai lu le livre, cette répétition comme ça au début m'a évidemment tout de suite intriguée, a piqué ma curiosité. Et plus je me disais, bon, soit ça peut être une facilité ou quelqu'un s'écrase. Et j'étais très nerveuse parce que plus j'avançais dans l'histoire, je me disais, bon, il faut vraiment qu'elle tienne jusqu'au bout. Puis en fait, le livre tenait la route jusqu'au bout avec le personnage, avec toutes ses contradictions, en fait, qui résistait. En fait, je trouve que Fatima a réussi à résister à la facilité, non seulement dans l'écriture, mais aussi dans sa création, dans son livre. C'est-à-dire que le personnage a toutes ses contradictions et elle ne lui fait pas prendre un choix. Elle ne choisit pas et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant. Et aussi, en fait, vous savez, quand on lit les manuscrits, bien évidemment, ensuite, elles doivent venir défendre leur thèse et puis leur texte. Et puis, quand Fatima est arrivée, elle a défendu son texte. Alors là, j'étais vraiment encore plus convaincue parce que c'était une vraie construction, en fait, littéraire. Elle a très bien défendu d'un point de vue littéraire. Donc, c'était parfait, quoi. Et justement, tout à l'heure, on parlait de la collection Notabilia. Et dans quelle mesure s'inscrit ce roman dans votre collection? Si vous pouvez nous en dire davantage sur ce qui vous motive au sein de la littérature chez Notabilia. Ben, un peu comme, en fait, moi, ce qui me motive le plus, c'est de faire bouger, en faire repousser un peu plus loin les frontières, les limites, de faire bouger, de susciter une réflexion, une discussion. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire que je considère encore que la littérature, elle est là pour nous aider pour nous donner des pistes de compréhension, mais aussi pour nous bousculer. Et je trouve que dans ce sens-là, Fatima s'inscrit complètement dans la ligne éditoriale de Notabilia. Si je regarde au vu de ce que j'ai publié depuis la création, c'est tout à fait ça, quoi.
Et puis, bon, aussi, bon, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est de publier un bon roman. J'ai toujours dit, je ne choisis pas de quota, de machin, dans le sens que on m'a dit souvent, est-ce que vous publiez surtout des féministes ou non, mais si l'autrice a beaucoup de choses à dire, bon, voilà, j'ai encore plus envie de dire. Puis je trouve que cette parole-là, la parole de Fatima, actuellement, s'inscrit complètement dans ce mouvement de ces femmes qui n'ont plus peur de dire les choses et qui veulent s'affirmer. Alors, en fait, pour moi, je me sentais très en phase. Moi qui n'ai pas du tout le même âge que Fatima, d'ailleurs, je me sentais très en phase avec tout ce qu'elle disait, quoi. Et c'est même un roman au-delà du féminisme, à mon sens. Il y a véritablement quelque chose de totalement inédit, non seulement dans le style, mais également dans le fond. Et on va en parler maintenant, bien sûr, Fatima, et on reviendra peut-être après, Brigitte, par rapport à votre façon de travailler avec Fatima sur le rapport entre éditeur et auteur. Mais Fatima, bonjour, bonsoir. Bonsoir Anthony, bonsoir tout le Bonsoir. monde. Alors, Fatima, certains ne vous connaissent pas encore, mais ça ne saurait tarder. Qui êtes-vous, Fatima Das? Ouh là là. Du coup, je m'appelle pas Fatima Dallas, mais c'est mon pseudonyme. J'ai grandi à Clichy-sous-Bois. Je travaille dans le milieu culturel et artistique. Et donc, j'ai publié mon premier roman la petite dernière. Et j'ai rencontré Brigitte, donc comme l'a expliqué Brigitte, à ma soutenance de master. Et moi, ce que j'avais juste envie de rajouter, c'est que, mais peut-être qu'on va en discuter après sur le travail entre éditrice et autrice, c'est que moi, ce que j'ai cherché, c'est vraiment de trouver quelqu'un avec qui je pouvais travailler en confiance. Et ça, c'était très important pour moi. Et, euh, et dans ce que dit Brigitte, la manière qu'elle a de travailler et de lire, en fait, la lecture qu'elle a eue de mon roman, c'est ce qui m'a poussée, en fait, à me dire, c'est avec elle que j'ai envie de travailler, c'est avec cette maison d'édition que j'ai envie de commencer l'aventure. Alors, comment en êtes-vous venu à l'écriture? J'ai cru comprendre que vous avez écrit justement parce que vous n'arriviez pas à dire les choses à l'oral. Est-ce que véritablement c'est un exutoire qui est quasi indispensable pour vous? Alors, j'ai commencé à écrire à l'adolescence, exactement comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que moi, je pense qu'aujourd'hui encore, je le dis souvent en interview, mais j'ai du mal à parler, j'aime pas beaucoup ça, en fait, je me sens pas très à l'aise. Et j'aime écrire parce que j'ai la sensation, en tout cas, de mettre en mots ce que je n'arrive pas à dire. Et je pense que l'écriture aujourd'hui n'est pas complètement un exutoire. Ça l'a été quand je tenais des carnets, pendant mon adolescence surtout. Aujourd'hui, je travaille autrement. J'essaye pas de me réparer en écrivant. J'essaye pas d'utiliser la littérature pour me sauver. Je dis souvent aussi que j'essaye de. Enfin, j'ai écrit un roman sur les tensions. J'ai écrit un roman pour moi à partir d'un endroit où ça vibre, où c'est en mouvement. Et je cherchais pas en fait à trouver des solutions, ni pour moi, ni pour mon personnage. Je cherchais vraiment à aller creuser ce qui nous fait mal, là où ça fait mal, là où ça vibre en fait. Mais l'écriture pour moi, je crois pas que ça me fait me sentir mieux. Je crois que je transforme ce qui a pu me faire mal dans l'écriture, mais c'est pas l'écriture en elle-même qui est un exutoire. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Ouh. C'est plutôt clair, c'est plutôt clair. C'est plutôt clair. Par rapport à cela, est-ce que véritablement, on sait que certains écrivains publient un premier roman, mais en ont d'autres, entre guillemets, en réserve, ou ont écrit d'autres choses. Est-ce que véritablement, c'est votre premier roman et pourquoi avoir voulu commencer par ce sujet-là? Évidemment, j'imagine qu'il vous tient à cœur, mais on parlera aussi tout à l'heure sûrement du côté fictionnel et autobiographique qui s'entremêlent, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que véritablement c'est votre premier roman? Est-ce que c'est Et pourquoi avoir voulu commencer par ce sujet-là? Alors, je dirais que c'est mon premier roman dans la mesure où c'est quelque chose que j'ai terminé. C'est le seul projet abouti. Mais par ailleurs, j'écrivais autre chose pendant mon master. J'ai changé 2 fois de projet. Je commençais mon master en postulant avec un projet d'écriture à partir de tableaux hyper réalistes. Et ensuite, j'ai encore changé de projet en écrivant un roman épistolaire. Et le troisième projet, donc la petite dernière, est arrivé à un moment donné pendant un cours.
Donc, je dis souvent aussi que ça s'est imposé à moi parce que j'ai eu la nécessité tout d'un coup de parler des contradictions. Et en l'occurrence, dans ce premier texte, c'était l'homosexualité et l'islam. Et dans un deuxième temps, j'avais besoin de tirer plusieurs contradictions, en fait, parce que ça m'intéressait pas de raconter seulement ces deux paradoxes-là, même si ça prend de la place dans mon roman, mais j'ai la sensation d'avoir écrit à partir d'un personnage contradictoire à plusieurs endroits. Donc je dirais que ça s'est vraiment imposé à moi et je pense que c'est un texte qui était en moi depuis très longtemps, mais que j'arrivais pas à le faire sortir et il a fallu passer par plusieurs étapes. Donc même quand j'ai commencé à écrire ce texte, en fait, ça a été très délicat, c'est-à-dire que je me disais que ça pouvait pas avoir sa place en littérature, pas pour une question de légitimité d'écrire, mais comme j'avais jamais lu par exemple la prière, en fait, des moments de prière en littérature, j'avais la sensation que ça n'avait pas sa place. Et comme j'ai jamais eu de représentation de femmes de banlieue, lesbiennes, musulmanes, une histoire écrite en fait par une personne concernée, bah, je ne savais pas que ça pouvait être possible. Donc je me suis mis aussi des barrières en me disant non, ce projet-là, il n'a pas sa place. Mais finalement, bah voilà, voilà où on en est. Et, est-ce qu'il, enfin, que lisiez-vous justement à cette adolescence-là? J'imagine que la littérature est venue peut-être à vous à ce moment-là. Que lisiez-vous? Et est-ce qu'il n'y a pas un texte ou plusieurs qui ont fait écho en vous disant euh, pourquoi pas moi? Alors, je dirais que principalement, je citerai Annie Ernaux et Duras, et aussi Abdelataya dans les thèmes, si on peut parler de thèmes qu'il aborde. Je me suis dit en lisant Abdelataya, j'ai une première représentation, par exemple, chose que j'avais pas eue avant, ou en tout cas pas complètement. Par exemple, j'avais du mal à m'identifier à des autrices lesbiennes blanches parce que je considère que nos réalités ne sont pas les mêmes. Et, euh, et du coup, en lisant Abdella, je me suis dit, alors je peux peut-être aussi porter cette voix-là. Et pas Virginie Despentes? Si, si, tout à fait, pardon. Ah, Mais comme on me ramène beaucoup à Virginie Despentes, du coup, j'essaie de ne pas constamment en parler. Virginie Despentes, ça a été très important pour moi dans mon parcours de femme, bien sûr. Euh, je dirais pas, plutôt dans mon engagement féministe, en fait, que en littérature, même si j'aime beaucoup ce qu'elle écrit en littérature. Et après, ça a été une rencontre très importante pour la publication et pour l'écriture de mon roman parce que je l'ai rencontré pendant mon master et que c'était un moment où j'hésitais justement, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais la sensation que j'allais pas réussir à aller au bout. Et en fait, Virginie m'a dit, mais en fait, tu te rends pas compte, cette histoire-là, je pense à tel ami, tel ami, tel ami, c'est important que tu l'écrives en fait, sinon qui le fera? Donc ça m'a aidé à poursuivre, ça m'a donné de la force. je crois que vous vous appeliez féministe intersectionnelle. Est-ce que véritablement, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce qui véhicule cette caractérisation-là? Est-ce que vous l'assumez totalement et est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Alors, j'assume tout ce que je dis en général totalement. Donc, j'assume complètement d'être féministe intersectionnelle. Ce que ça raconte pour moi, c'est le fait que je puisse être une femme musulmane, lesbienne, que je vienne de banlieue et que je puisse me revendiquer comme féministe. Ensuite, ça renvoie aussi au fait que je peux simultanément être discriminée avec plusieurs discriminations en même temps, donc de multiples discriminations. Donc, à savoir être une femme, mais qui ne correspond pas forcément aux stéréotypes qu'on a de la femme, à être une femme de banlieue, de Clichy-sous-Bois, en plus, avec toute l'histoire que ça véhicule. Euh, et, pardon, je lisais le Oui. message du coup. D'être musulmane, mais pas que, d'être de banlieue, mais pas que, d'être française d'origine algérienne, parler de rap dans La Petite Dernière. Enfin, voilà, pour moi, j'ai l'impression que ce roman, par exemple, n'a pas été pensé pour appuyer le féminisme intersectionnel, mais quand je lis cette histoire, je me dis que ça peut que correspondre à ça. L'éclatement des identités, questionner les cases, questionner les normes, ne pas vouloir rompre, ne pas vouloir choisir entre son orientation sexuelle et sa religion, persévérer pour tenir sa foi en fait et pour juste ne pas avoir à choisir parce que ça existe, parce que c'est possible. Et ensuite, je pense qu'il y a une rencontre qui a été très importante pour moi,
c'est la rencontre d'un collectif de femmes lesbiennes, maghrébines, musulmanes, pratiquantes ou pas, en tout cas croyantes pour la plupart, qui a été un espoir pour moi. Parce que pendant longtemps, je croyais que ça n'existait pas, justement. Et quand j'ai rencontré ces femmes, j'étais à la fois très choquée, j'avais plus du tout envie de les revoir la première fois que je les ai vues. Et en même temps, ça m'a bouleversée. Et j'ai eu la sensation de rencontrer une famille. Et donc, ça m'a donné de la force. J'ai commencé, je pense, aussi à m'aimer à ce moment-là, entre autres. Pourquoi ne vouliez-vous plus justement les revoir? Qu'est-ce qui a fait que c'était aussi fort dans un sens et dans l'autre? Et pourquoi il y a eu un changement de direction? En fait, l'effet miroir, je trouve que c'est quelque chose de très difficile. Le moment où on rencontre des personnes qu'on ne croyait pas exister, et ça nous fait tout d'un coup sortir d'une solitude qui était totale depuis très longtemps, en fait. Donc, j'imaginais vraiment pas que ça puisse exister. Donc, ça m'a fait vraiment un choc et j'avais pas envie de vivre ça. C'était trop intense pour moi. Et je pense qu'on a tendance à fuir quand c'est fort. Et c'est ça que ça raconte aussi la petite dernière, j'ai l'impression. Rita? Oui, bonsoir. Bonsoir Fatima, bonsoir Brigitte, bonsoir à tous. Alors, Bonsoir. je suis en pleine lecture de votre roman. Il me reste quelques pages pour le finir. Et effectivement, je rejoins Brigitte et la vie aussi d'Anthony. C'est le fait de ne pas choisir et finalement quelque chose, pour moi en tout cas, d'inattendu. C'est assez surprenant. Et donc, finalement, c'est un point de vue très intéressant qui ne peut que susciter débat et réflexion, surtout quand il s'agit de la religion, de l'islam et de l'homosexualité. Moi, ma question est toute simple. Je suis assez curieuse par rapport au fait que vous ayez choisi de publier sous pseudonyme. Est-ce qu'il y a une raison particulière par rapport à ce choix-là? Merci. J'ai choisi de prendre un pseudo parce que j'avais envie de séparer la personne que je suis et ce que je racontais. En fait, j'avais pas envie qu'on me colle une étiquette en fait de ce que, enfin, comment expliquer? C'est paradoxal parce que je joue aussi de ce pseudo-là, c'est-à-dire que mon personnage dans l'histoire s'appelle Fatima Das et en même temps je porte le pseudo de Fatima Das. En fait, j'avais conscience que déjà d'entrée, on allait essayer de savoir si c'était autobiographique, donc j'avais déjà envisagé de jouer avec ces codes-là, donc l'autrice, le personnage, la personne derrière. C'était déjà pour ça. Ensuite, je pense aussi un peu par protection, c'est ce que j'ai pu dire et qu'on m'a redemandé constamment pendant longtemps. Oui, j'ai eu aussi envie de protéger la personne que je suis pour pas, je sais pas, j'avais pas envie de porter le nom de mes parents, par exemple. Et justement, par rapport à ça, pourquoi ne pas avoir tout simplement euh, modifié le nom de l'auteur et le nom du personnage? Je crois que j'avais envie de porter l'histoire de ce personnage-là entièrement et être, en fait, incarner un peu mon personnage. Je crois que j'avais envie de me réinventer. J'avais envie d'être cette Fatima Das qui n'est pas complètement moi. Mais là, je vire dans une schizophrénie assez étrange. C'est ça qui est intéressant, mais c'est toute l'histoire du roman. C'est ça qui est terriblement inédit et original dans ce que vous avez écrit. C'est cette dualité, cette quête d'identité qui est totale. Et on a l'impression que vous avez écrit ce roman pour tous ces individus qui ont sacrifié à un moment donné une de leurs identités. En réalité, ces individus-là, est-ce qu'ils doivent résister? Est-ce que vous les encouragez à résister justement à porter haut et fort cette double identité qu'ils ont, triple identité, peu importe le nombre d'identités qu'ils ont, mais de ne pas céder devant une religion, devant une sexualité. Est-ce que c'est ça? À mon sens, ce n'est pas un manifeste, mais c'est plus un plaidoyer. Je ne sais pas si vous l'avez écrit dans ce sens-là, mais je trouve ça formidable d'avoir eu cette intelligence d'esprit, de l'avoir fait ainsi. Alors, moi, idéalement, j'aimerais bien ne pas du tout le nommer, en fait. Ni autobiographie, ni autofiction, ni roman, ni juste un texte à lire. J'ai l'impression d'avoir. Après, je comprends ce qu'on y trouve. Et je pense que intérieurement, j'avais aussi envie de. Quand on écrit, je pense qu'on a envie que ça fasse écho avec d'autres histoires intimes.
Donc ça, je l'ai reçu et j'ai été très, très, très touchée de recevoir ça. Et je pense que oui, ce roman, il crie la résistance, il crie la liberté, il crie l'amour, et il crie le fait de ne pas vouloir renoncer. Après, en même temps, je me dis c'est très délicat cette question du choix et de renoncer parce que tout pousse à cela. Tout pousse à cela, partout, tout le temps. Et je pense que c'est très, très, très difficile de ne pas céder. Et en même temps, je crois que pour moi, ce qui me ferait le plus souffrir, c'est de choisir, en fait. Ce serait pas une libération. Et en même temps, c'est très difficile de ne pas céder. Mais ce serait pas une libération pour moi de choisir une de mes identités. Ce serait ce qui est le plus violent. Et en même temps, ça me permettrait d'être plus adapté dans certains milieux, à certains moments. Donc ouais, je sais pas. En tout cas, mes mots crient à la révolte, au fait de pas vouloir renoncer. Martine? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Brigitte et bonsoir Fatima. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. On n'a pas encore parlé de votre style, Fatima, mais vous avez un style très incantatoire avec des phrases courtes, nerveuses, qu'on pourrait rapprocher du slam. Il y a aussi beaucoup d'arabe dans votre texte, beaucoup de phrases et de mots en arabe. Alors ça, c'est pour moi un gros regret, c'est-à-dire que je ne lis pas, je ne connais pas l'arabe, donc je n'arrivais pas à les lire et j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose en le lisant. Et du coup, vous me disiez que c'était un texte à lire. Je trouve qu'aussi, c'est un texte à dire. Et je voulais savoir si vous aviez imaginé ou envisagé de le lire sur scène, ce texte, ou est-ce que, Brigitte, vous avez imaginé de faire un audiobook, enfin un audiolivre, pas un audiobook, je ne sais pas pourquoi je dis ça, et justement, notamment pour nous faire profiter de tous ces passages en arabe que moi, je n'ai pas réussi à lire. Et je crois que la Maison de la Poésie a fait une lecture à voix Oui, haute, oui, oui. Puis qui est sur il y a eu YouTube les d'ailleurs. ateliers Médicis aussi qui ont fait une lecture il y aura une adaptation théâtrale. Probablement, ça va être prêt. C'est plus Fatima qui pourrait nous en dire parce que là, actuellement, elle y travaille déjà. Mais c'est ça serait pour 2021 normalement. Mais un audiobook, oui, ça sûrement aussi, ça va se faire. On travaille beaucoup. C'est surtout Christine Legrand qui est responsable des droits chez Libella qui s'en occupe, mais oui, ça se fera. Du coup, juste pour revenir à la première question qui n'en était une. Excusez-moi, je dis ça se fera, mais les droits ont déjà été vendus pour un livre audio. En fait, c'est sûr que ça se fera. Voilà. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Deux choses, du coup. Martine, merci beaucoup pour votre intervention. Par rapport à la langue arabe, je me disais justement que, alors, soit les lecteurs, les lectrices allaient réussir à déchiffrer en arabe phonétique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait intégrer l'arabe phonétique et pas la langue arabe avec les lettres, l'alphabet arabe. Et aussi parce que moi, je le lis en phonétique, parce que je ne lis pas l'arabe. Et, euh, et après, j'ai essayé aussi de mettre simultanément les traductions. Mais je comprends que ce soit regrettable parce que c'est une langue qui est très belle et qui percute et qu'il faut entendre. Donc, je comprends très bien. Et pour le théâtre, on est sur une adaptation théâtrale où je serai sur scène et ce serait pour printemps 2021. Et merci. Donc c'est vous qui lirez ce texte? Ouais, je le dirai, ouais. C'est du travail, mais oui. Très bien. Et alors justement, ouais, pardon. Anna, c'est à toi, pardon. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, j'aurais voulu... Enfin, tous, pardon. Je voulais dire Fatima et Brigitte. Déjà, je voulais vous remercier, tout particulièrement Fatima. Moi, je suis d'origine algérienne. Donc, forcément, moi, ce livre m'a touchée, mais en plein cœur. Alors, je partage pas tout ce que tu as vécu, bien sûr, mais il y a plein de choses qui me oui, enfin, comment dire, qui me touchent parce que ça a été vécu par des personnes que je connais ou de ma famille. Et j'ai trouvé ça hyper courageux. Ça fait du bien même de lire ça. Je trouve que c'est des livres qui font avancer les choses, qui font qu'on en discute, qu'on se pose des questions, qu'on s'interroge. Et surtout, mais avec moi personnellement, ça m'a fait un bien fou. En plus de savoir qu'on est un peu de la même génération, et ça me donne foi en ma génération à moi.
Donc, c'était pas pour poser une question, mais pour plutôt te dire un grand merci. J'ai été libraire, je l'ai mis entre toutes les mains possibles, le livre, j'en ai parlé de partout. Donc, j'espère qu'il va éveiller les consciences, toucher des personnes et faire réfléchir. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, j'avais lu ta critique, elle était très belle et j'étais très émue. Merci. Et je rebondis justement sur ce que vient de dire Anna. Est-ce que justement vous pensez que la littérature peut faire bouger les choses? Est-ce que vous écrivez aussi peut-être un petit peu pour ça? Bah oui, 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 je pense que la littérature, le cinéma, l'art de manière générale contribuent à faire bouger les choses. Après, j'écris pas au début en me disant j'essaye de faire bouger les choses. Je pense qu'en moi, corporellement, en moi, dans ma vie, dans ce que je vois, dans ce que je reçois, dans ce que je n'ai pas, j'essaye constamment de renverser ça. J'essaie constamment de renverser ça. Après, je pense que c'est très difficile quand on se dit j'essaye de faire quelque chose pour l'obtenir. C'est mieux quand on n'y pense pas, en fait. Et après, en même temps, ça part aussi du manque. C'est-à-dire, ce récit-là, ce roman-là, il est né du manque. Il est né du fait que j'ai pas eu de représentation et du fait que je me suis beaucoup tue. Donc, forcément, il y a un espèce de cri, un cri qui fait que ça bouge. Et puis, j'ai la sensation, en rencontrant mes lectrices et mes lecteurs, et même en discutant avec des journalistes, qu'on n'a pas entendu ce récit-là. Et je trouve ça terrible, en fait. Je trouve ça terrible parce que ce récit-là, il est partagé par plein d'autres personnes. Je veux dire, pas enfin, cette existence-là, en fait, cette existence-là de personnes lesbiennes, musulmanes, mais pas que, en fait, la double culture, de ne pas se sentir à sa place, ça existe profondément, en fait. Et je pense que juste, il n'y a pas de place pour ces récits-là, ou alors d'autres personnes prennent entre leurs mains ces récits-là. Et je trouve ça regrettable. Donc oui, j'essaye bien profondément en moi de faire bouger les choses. Mais ça prend du temps. Par rapport au cœur du texte, il y a cette anaphore terrible qui est à chaque début de chapitre où vous dites je m'appelle Fatima Daas. Est-ce que ça a été le point de départ de votre écriture ou au contraire c'est venu euh, en- après l'écriture et vous avez trouvé ce moyen-là pour marteler entre guillemets votre identité? Tout à fait, c'est venu en fait cette formule-là s'est imposée à moi dès le début. Donc mon premier texte, quand j'étais encore au master de création littéraire, j'avais commencé ce texte avec cette formule-là. Ensuite, je me souviens que je cherchais une forme qui allait m'aller. Je voulais pas raconter une histoire de manière chronologique. En même temps, j'essayais de mettre quelques informations pour pas perdre les lecteurs, les lectrices, pour qu'ils sachent en fait où elle se situe, où est-ce qu'elle est, à quel âge elle a, à peu près en tout cas. Et donc, j'ai trouvé cette formule importante de revenir constamment sur cette formule-là pour déployer les identités, les questionner, essayer d'aimer ces identités-là, mais aussi, comme je pense, comme une manière pour créer aussi de la musicalité. C'est très important pour moi dans l'écriture de faire chanter les mots, de percuter, de la phrase punchline, mais aussi voilà, d'aller vraiment à l'essentiel. Parce que, encore une fois, c'est un cri, et parce que j'ai pas le temps de faire beau, et parce que j'ai envie de, 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 de transmettre quelque chose de brut. Pas de brutal, mais de brut. J'ai pas le temps de faire beau. Elle est intéressante cette phrase. Elle est intéressante, c'est-à-dire que véritablement vous allez au cœur de l'émotion, au cœur de la vivacité des mots et les phrases sont courtes, sont succinctes, ça va vite. Clairement, le rythme est rapide. Euh, alors, est-ce qu'à un moment donné vous allez faire beau ou au contraire c'est ça votre style? Et on en est ravi. Hein. Pour ma part, je suis ravi de ce style-là. Merci beaucoup. J'ai du mal à m'imaginer faire beau. Ça voudrait dire que je suis quelqu'un d'autre. Comme m'imaginer écrire autre chose que ce qui trouble, que ce qui provient je sais pas. J'imagine pas écrire sur quelque chose de très calme, par exemple. J'ai l'impression que pour moi, l'écriture, ça se frotte au trouble. Après, peut-être qu'à un moment donné, je voudrais
je sais pas, le ciel est bleu et essayer de faire beau aussi dans les phrases. Mais là, j'ai quelque chose de direct. J'ai besoin de crier encore, je pense, encore un moment. On est bien d'accord. Rita? Rita, tu m'entends? Rita? Non. Non. Elle a quitté. Elle reviendra. Justement, par rapport au courage dont faisait état Anna, est-ce que véritablement vous avez reçu Alors, vous avez reçu une très bonne presse et on en est bien heureux. Mais est-ce qu'au contraire, vous avez reçu des choses négatives par rapport au sujet même de l'homosexualité dans la religion musulmane? De la part des journalistes, c'est ça votre question? Des journalistes, ça m'étonnerait, mais de certains publics, de certains lecteurs. Alors, les lecteurs, non, en fait, plutôt justement les Ah journalistes. bah voilà. Mais enfin, je veux dire, enfin, c'était des questions en fait, pour être très clair, enfin, je vais essayer d'être claire. J'ai eu une période assez mouvementée, on va dire ça comme ça. Brigitte, elle peut en témoigner. Assez mouvementée parce que j'avais eu tout d'un coup l'impression qu'on lisait pas mon roman entièrement, en fait. Justement, qu'on parlait seulement d'homosexualité et d'islam. En plus, moi, j'ai la sensation d'avoir écrit un roman sur la quête amoureuse, sur le fait d'essayer d'être lesbienne et sur la foi et l'amour de Dieu. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir écrit un roman sur l'homosexualité et sur l'islam. Donc ça, c'était très regrettable pour moi et voilà, ça m'a fait mal. Et ensuite, j'ai eu la sensation de devoir porter une parole, justement, comme si j'avais écrit un manifeste ou un essai, et de devoir démontrer en fait, de devoir tout d'un coup réformer la religion musulmane, ce qui, en fait, m'appartient pas. Ensuite, voilà, après, ce qui m'a aussi troublée, c'est que j'avais envie de parler de tellement de choses, de ce que j'ai mis dans mon roman, et ça, c'était dur. Mais je l'ai eu avec mes lectrices et mes lecteurs, justement, donc ça, c'est très précieux. Et en fait, c'est ce qui compte le plus pour moi. C'est vraiment ce qui compte le plus pour moi. C'est le lien aux lecteurs et aux lectrices, c'est de pouvoir échanger, c'est de pouvoir prendre du temps, c'est de pouvoir entendre ce qui résonne pas. Et en fait, c'est impressionnant parce que les lectrices et les lecteurs s'attardent sur des détails. Et moi, je les avais complètement oubliés parce que pendant 3 mois, je parlais que d'homosexualité et d'islam. Donc, ça, c'est fou. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu correctement à votre question. Oui, mais c'est une quête identitaire au sens large aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, c'est ça, c'est pour ça que... Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir essayé de parler d'amour. Du coup, quand on m'en parle pas, ça me choque, quoi. À aucun moment, je crois qu'on m'a dit, ah, mais en fait, ça parle peut-être un peu d'amour. Et en fait, si, ça parle de l'amour de la mère, de l'amour des femmes, de l'amour de sa ville, de l'amour de l'Algérie, de l'amour de la France ou de la langue française, enfin, du rap, de la littérature. Et c'est fou, quoi. c'est fou, mais en même temps, c'est très français, dans le sens où on repère évidemment le mot, le thème qu'on a envie de mettre en avant. Les journalistes mettent évidemment le thème qu'ils ont envie de mettre en avant pour vendre la plupart du temps. Donc forcément, en parlant d'homosexualité dans la religion musulmane, c'était évident que même s'il n'y avait qu'une seule phrase dans le roman, elle aurait été soulignée. Tout à fait. Amen. Annie Rose? Bonsoir. Vous parlez beaucoup de rap. Est-ce que c'est une écriture qui vous influence? Et quels sont les artistes, en fait, de qui vous sentez le plus proche? Merci. Alors, j'ai oublié la première question, mais quel artiste ouais. Ah oui, le rap. Le rap, c'est très important pour moi. En fait, j'en écoute depuis que j'ai 4 ans. Et j'essaie, oui, vraiment depuis 4 ans. Depuis que j'ai 4 ans. C'est très important pour moi parce que je me suis sentie représentée dans le rap, par exemple, dans la colère, en fait. Dans la colère et dans le fait de se sentir étrangère, à côté, en dehors de la France, en fait. Et après, les rappeurs que j'écoute un peu tout. J'écoute des rappeurs américains, donc je cite dans le bouquin Lil Wayne et Kendrick Lamar. En français, j'écoute Nekfeu, j'écoute Kerry James, j'écoute Medine,
j'écoute Damso, j'en écoute plein, mais principalement eux, je pense. PNL, je vois qu'on cite PNL. Oui, j'écoute aussi PNL. Je, je disais que PNL à 4 ans, dans une soirée anniversaire, ça doit être plutôt sympa. Taël? Bonsoir, merci beaucoup pour cet échange qui est vraiment passionnant. Je n'ai pas encore fini le roman, mais moi j'aimerais entendre parler un peu du rapport au père, notamment sur le fait dans le roman, il voulait avoir un fils en fait. Hein. Je pense que c'est des choses on est nombreuses à avoir vécues. Je voulais savoir si vous aviez eu envie d'être un garçon. Petite, voilà. Est-ce que c'était enfin voilà, est-ce que cette identité vous l'avez eu tardivement votre homosexualité et est-ce que ça, voilà, la relation avec le père, est-ce qu'elle a eu un rôle dans votre vie? Ok, donc c'est une question intime, c'est ça? Oui, alors vous pouvez me répondre Alors sur aussi, le ça peut être... personnage. Oui, voilà, c'est ça. Alors, C'est ce que j'allais un dire. peu comme le personnage, j'ai envie de dire. En fait, je pense que j'ai grandi déjà dans un milieu féminin à l'intérieur du cocon familial. Et en même temps, je me reconnaissais pas dans ce féminin-là. Et à l'école, on comprend que le personnage ne traîne qu'avec des garçons. Et Fatima, en fait, je crois qu'enfant, elle pense être un garçon, en fait. Ça va de soi. Et donc, elle comprend pas quand sa mère lui dit mais en fait, pourquoi tu portes ce genre de vêtements? Pourquoi tu essaies de ressembler à un garçon? Ça sonne faux dans sa tête parce que pour elle, c'est un garçon. Enfin, il n'y a pas de question. Et en fait, ses amis aussi pensent ça. Il y a un passage qui dit non, mais Fatima, t'es chelou, en fait. Pourquoi tu dis que t'es amoureuse d'un garçon? Toi-même, t'es un garçon. Donc, la question du genre, elle se pose assez vite à l'adolescence. Après, je sais pas si je mets ça en lien avec, je crois pas, non, que je mets ça en lien avec le fait que le père ou la mère, d'ailleurs, on sait pas bien, désirait avoir un garçon. Et encore une fois, je mets autre chose dans l'homosexualité qui vient après et qui n'a rien à voir avec le genre. Merci. De rien. Rita? Oui. Alors, moi, je rebondis sur peut-être la question, sur ta question, Anthony. C'était tout à l'heure par rapport au besoin de commencer je m'appelle Fatima Das, mais aussi, mais ma deuxième partie, c'est qu'on a aussi des expressions assez récurrentes en début de chaque passage. Donc, vous rappelez que vous êtes musulmane, que votre personnage, en fait, vous lui faites dire aussi des choses fortes comme et je vous cite, je suis une menteuse, pécheresse, hypocrite. Enfin, il y a assez, c'est assez, enfin, vous y allez fort en fait. Je suis assez surprise parce que votre personnage, ne se défend pas. Finalement, c'est assez fort. Pourquoi infliger tout cela au personnage? Pourquoi ne pas prendre cette position plutôt où ce personnage se défendrait pour essayer de trouver le compromis entre l'islam et l'homosexualité? Je ne sais pas si je suis claire, si ma question est claire. C'est très clair, c'est très très clair. C'est une très bonne question. Parce que je crois que ça m'intéresse peu en écriture de travailler avec ou à partir d'un personnage qui s'en sort en fait. Je pense que ça raconte pas ça justement. Je pense que ça raconte une réalité qui est très importante à dévoiler et à dire et à crier aujourd'hui. Je veux dire, moi, on m'a beaucoup lancé sur l'homophobie intériorisée. On n'en parle jamais. On vit dans une société homophobe. On grandit dans un cercle familial, à l'école, partout, en fait, avec une homophobie très, très, très forte. Et donc, pourquoi je parle d'homophobie très forte? Non, oui. Donc, ce sentiment-là d'être une pécheresse, de mentir, de performer devant sa famille, etc. C'est ça qui m'intéresse de le dire, en fait. C'est ça qui m'intéresse de crier. Qu'elle s'en sorte ou qu'elle soit en empathie avec elle-même, qu'elle s'aime, ça ne m'intéresse pas, en fait. Ça ne m'intéresse pas parce que je trouve que ce qui est le plus intéressant et ce qui est le plus important de dévoiler, c'est ce qu'on ne dit pas. Et je pense qu'on a des personnages qui vont bien, qui vont mieux. Moi, je pense que je suis en empathie avec les personnages qui sont encore à côté et qui vont pas très bien. Et c'est pas très grave qu'ils n'aillent pas très bien. Et en Il y a même une temps, vibration aussi rebelle aussi à garder cette tension-là. Puis comme tu le disais un peu plus tôt, tu parlais que c'est sur les tensions que ça vibre aussi. Alors, donc, pour nous, lecteurs,
la même chose. Et c'est aussi un trait de caractère du personnage qui est plutôt courageux, dans le sens où se considérer comme pécheresse, c'est quelque chose de fort. Rares sont ceux, les croyants, qui acceptent d'être pris, entre guillemets, par le péché. En principe, on essaie de cacher le péché et non pas de l'assumer. Et là, je trouve ça fort. C'est la première fois que je dis ça, en tout cas. Le fait d'assumer le péché. Au final, pourquoi ne pas l'assumer? Pourquoi ne pas, oui, homosexuel, oui, musulmane, mais oui, je pêche. What else? C'est très intéressant ce que vous dites. J'avais jamais vu ça comme ça, en fait. Mais c'est vraiment très intéressant parce que j'ai l'impression que, en fait, c'est que pour l'homosexualité, finalement, parce que euh, les péchés sont là, en fait, font partie de la vie de tous les croyants, en fait. Et j'ai la sensation, moi, que c'est une question très taboue en islam ou dans les religions de manière générale. Et c'est aussi ça, ce roman, c'est peut-être pouvoir ouvrir un certain dialogue. Parce qu'il se passe plein de trucs et parce que ça concerne plein de personnes et que ces personnes-là, au bout d'un moment, choisissent ou renoncent parce qu'on leur a pas ouvert une porte. Et la religion, c'est aussi la communauté. Et... Il y avait le Paul B. Preciado qui avait écrit dans Mediapart que Fatima avait créé une langue frontalière. Et c'est un peu ça aussi, il y a toutes ces tensions, il y a toutes ces possibilités de dire que voilà, on est toujours à la frontière dans tout ce que le personnage dévoile aussi et dans la façon dont elle l'écrit. Et il y a peut-être aussi une manière de démythifier, entre guillemets, la religion. J'ai l'impression que vous laissez plus de place à l'humain, au final. Votre roman, à mon sens, il est totalement humaniste. Vous laissez plus de place à l'humain plutôt qu'à la religion. Même si vous êtes sûrement croyante, très croyante, mais au final, je trouve que c'est un roman qui a une ouverture d'esprit beaucoup plus forte qu'on ne pourrait le penser. Merci. Voilà. Je pense que... Non, en fait, je vais pas rebondir. Mais merci. Anna? Et ben moi justement, je voulais rebondir là-dessus. Je suis bien d'accord dans le fait, comme on parlait de féminisme intersectionnel, que le fait d'avoir avec ce livre, on aborde aussi le fait de libérer la femme, mais aussi on parle d'amour, donc de libérer l'amour, qui soit avec une ou plusieurs personnes, et que c'était très libérateur et ça tendait à l'espoir. Et que c'était, comme disait Anthony, que c'était très humaniste parce que finalement, on peut être une femme, on peut venir d'un quartier, aimer des hommes ou des femmes et aussi être croyant, pourquoi pas? Parce que de toute façon, tout existe. Et puis tant que ça vient de l'amour, parce que le personnage de Fatima se remet toujours en question, se demande toujours si elle est à la bonne place. Et pendant toute la lecture, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle... Enfin, c'est dommage que l'univers n'accepterait pas tout ça, parce que finalement, ça existe, et si ça existe, c'est que ça doit être. Et je me disais que forcément, il faut beaucoup de courage pour arriver à dire tout ça, et peut-être que c'est pour ça qu'on surligne plus le fait de l'homosexualité, parce que ça n'a pas été encore beaucoup fait, ça n'a pas été encore beaucoup dit. Et dans la communauté musulmane, encore un petit peu plus, je pense. Je pense que chez les chrétiens, on apprend plus, je ne sais pas, peut-être de l'ancienneté de la religion. Peut-être qu'on sait que maintenant, les gens peuvent être chrétiens et homosexuels, mais on n'en parle pas du tout dans l'islam et encore moins chez les femmes. Comme dans votre livre, vous le dites, on en parle un peu chez les garçons parce que dans certains pays, on voit des hommes avoir des petits amis, des choses comme ça. Mais chez les femmes, comme elles sont femmes, justement, elles auront encore moins le droit à la parole. Et je trouve que non. Que non, et que ce soit bien, que ce soit quelqu'un de notre génération qui en parle, parce que c'est tout nouveau pour plein de gens, alors que ça existe depuis tout le temps, ça a tout le temps existé, et qu'on n'en parle que maintenant en 2020, et je trouve ça hyper fou. Enfin, je trouve ça fou, parce que moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, j'en connais beaucoup, 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 beaucoup,
et que c'est pas normal, que ça choque encore et qu'on se dise, ben tiens, ça existe. Enfin, je sais pas. Pour moi, ouais, voilà, c'était fou. Merci beaucoup, Anna. Après, tu parlais de courage, mais je ne sais pas si c'est du courage. Moi, je ne crois pas que je sois courageuse d'avoir écrit cette histoire. Je pense que c'est juste de la survie, en fait. C'est juste que ça a éclaté, parce que c'est plus possible, parce qu'on n'a plus envie que ce soit toujours les mêmes représentations, et parce qu'on ne peut plus faire autrement, parce qu'on étouffe. Donc ouais, moi, je survis. Après, merci de penser que c'est du courage, mais je ne pense pas que je sois courageuse. Ben, en tout cas, c'est pas souvent dit, et apparemment, pas souvent lu non plus. Hein. Donc, voilà. Ouais, voilà. Voilà. Oui, ça, c'est un pas. Je veux dire, oui, tu as raison. Hein. C'est un pas. C'est un pas de briser les barrières dont je parlais tout à l'heure, de se dire, oui, non, mais en fait, je m'en fous, ça a sa place en littérature au bout d'un moment. Oui. Sans chercher, sans chercher à ce qu'on nous autorise, en fait, ou qu'on nous donne la parole. Aujourd'hui, j'ai plus envie qu'on me donne la parole. En fait, la parole, je la prends. J'attends pas qu'on me la donne. D'ailleurs, moi, j'aimerais rebondir là-dessus quand on parlait de l'écriture dont effectivement on n'a pas beaucoup parlé de l'écriture des anaphores au début. En fait, vous savez, bon, le personnage, elle est asthmatique, le personnage est asthmatique, puis elle cherche. Moi, j'avais l'impression, enfin, c'est la première fois peut-être que je t'en parle, Fatima, mais en fait, plus elle avance, en fait, elle cherche son souffle. Il y a vraiment une vraie souffrance aussi qu'on ressent, elle, en tant qu'asthmatique, de chercher son oxygène, de trouver son oxygène, sa place, sa respiration. Et plus elle avance dans les chapitres, quand on avance, quand elle dit « je m'appelle Fatima », elle cherche encore jusqu'au dernier souffle, je vais exister, je vais être encore là. C'est un... Et quand tu dis, toi, Fatima, tu n'as pas pensé, tu n'as pas cherché quoi que ce soit, je veux dire, à être courageuse ou à essayer de faire des démonstrations quelconques, c'était une nécessité. Et c'est ça qui est beau dans un texte que je trouve quand on découvre une nouvelle voix, une grande voix, c'est cette nécessité qu'on sent, qu'on ressent à la lecture. En fait, que c'est plus l'écriture qui est... En fait, l'histoire est au service de l'écriture, mais plus pour une nécessité. En fait. Pas besoin de rebondir, si, Fatima. Non, j'allais dire que c'est très beau, c'est l'image du dernier souffle, parce que je crois que c'est exactement ça en fait. Je pense que c'est une belle et bonne image, et que ça résume bien la tentative de concilier toutes les identités, et de dire en fait l'éclatement de la parole en fait. L'éclatement de la parole en fait, avec cet essoufflement ou ouais, dans le manque d'oxygène, dans le manque d'air. Anna? Anna qui n'a pas du tout aimé le roman de Fatima. Du coup, c'était un peu la question qui tue. Je me demandais, est-ce que tu étais sur un deuxième livre? Est-ce que tu avais des idées ou quelque chose en préparation? Alors là, je ne suis pas en train d'écrire, mais parce que du coup, je me suis embarquée dans le théâtre. Il y aura une adaptation cinéma aussi, et parce que je suis encore en promo, pas mal. Mais bien sûr qu'il y a des choses je pense beaucoup en fait à l'écriture, je pense beaucoup à ce que je vais écrire. Et il y a du mouvement, il y a eu pas mal de mouvements ces derniers mois, donc j'ai hâte d'écrire, mais j'ai rien sur le feu encore. Ah, le petit rire de Brigitte en dit long. Non, mais en fait, moi, je préfère quand les auteurs, autrices prennent leur temps. J'aime pas à chaque année revenir parce qu'on a eu un succès. Il faut absolument revenir l'année prochaine, quoi. Justement, moi, je suis pas celle qui va bousculer ou qui va... Je préfère vraiment qu'elles prennent leur temps. Alors donc, moi, ça me fait rire parce que... non, mais j'ai eu un petit rire seulement pour dire que... En fait, je ne pose pas cette question-là parce que je veux justement pas bousculer, mais bien sûr, je suis confiante que ça va arriver. Par contre, je suis très confiante que
que Fatima, c'est de toute façon à lire le premier roman, on a compris que c'est toute une œuvre qui va suivre, quoi. Alors, par contre, il ne faudra pas s'identifier trop à Virginie Despentes parce que ses romans sont beaucoup trop espacés, hein. Donc, si possible, Virginie Fatima. Despentes, là, c'était pas, ouais, c'était pour un blurb. Elle a été vraiment, je pourrais dire, une marraine exceptionnelle. Elle était incroyable, d'une grande générosité au début. Alors, on va peut-être rebondir sur votre travail à toutes les deux. Justement, comment avez-vous travaillé toutes les deux? Est-ce qu'il y a eu, j'imagine, du travail sur le texte, bien sûr, mais comment travaillez-vous toutes les deux? Moi, en fait, comment je travaille? D'une part, à partir du moment où j'aime un roman, je contacte évidemment l'auteur, l'autrice pour lui proposer que je publie le texte. Mais en fait, je donne mes impressions, mes commentaires, c'est-à-dire, mais je dis toujours en fait que ce sont mes commentaires et puis si j'aime suffisamment le texte et ça veut dire que je crois là, dans ce cas-ci, je crois suffisamment en Fatima pour qu'elle prenne mes commentaires et qu'elle en dispose comme elle veut, parce que c'est une discussion, c'est pas, j'impose rien, il n'y a pas d'injonction, et en fait, donc c'est une discussion qui se fait. Alors, donc, on discute au fur et à mesure, et elle a dit, ah oui, c'est vrai que là, peut-être, je pourrais changer ça, 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 et puis on continue comme ça, donc elle essaie, après ça, on rediscute, donc il y a des allers-retours comme ça qui vont se faire mais évidemment, quand il y a un texte comme celui-ci, en fait, une prose, on pourrait dire, un peu déraisonnable, parce que là, elle utilisait l'arabe et tout. Et puis bon, moi, justement, pour revenir là-dessus, moi, j'aimais beaucoup ça parce que j'avais l'impression d'être au plus près du personnage. Donc moi, il y avait beaucoup de choses que je ne voulais pas toucher. Il faut être assez j'essaie d'être assez délicate dans des cas comme ça parce que si on arrive trop avec des commentaires forts, on peut complètement dénaturer un texte parce que quand c'est pour un premier roman, parfois, comment je pourrais dire, on peut avoir un ascendant trop fort et ça peut être destructeur. Alors, donc, il faut faire très attention, y aller par petites touches comme ça au fur et à mesure. Je rêverais d'être édité par Brigitte Bouchard avec ce discours-là. Fatima? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, je pourrais rajouter que c'est vrai que moi je l'ai vécu aussi comme ça. C'est-à-dire que pendant mon master, en fait, on parlait beaucoup d'édition. Et on nous a pas mal foutu la pression en nous disant c'est très exigeant en fait, vous allez devoir beaucoup travailler et du coup c'était assez perturbant. On avait tous assez peur en fait, on appréhendait. Et donc quand j'ai rencontré Brigitte et qu'on parlait de mon texte très librement en fait, je m'étais dit heureusement, heureusement. Et après, j'ai retravaillé des passages, mais j'ai pas eu la sensation de modifier énormément de choses ou d'avoir un travail énorme en fait. Donc ça m'a rassurée, mais ça m'a rassurée aussi d'améliorer mon texte, de pouvoir. Et puis on était assez d'accord en fait sur les passages qui fonctionnaient moins et sur de nouveaux passages, d'inclure de nouveaux passages. Et ça on était d'accord. Et en fait, les nouveaux passages que j'ai pu introduire, c'est en discutant justement librement sur plein de choses. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et aussi, il faut dire l'anecdote, en fait, qu'on s'amuse, comme en fait que moi, je m'amuse à raconter aussi, mais quand moi, j'ai ressenti à la lecture du texte de Fatima, puis d'autant quand je l'ai écouté en parler, le défendre à sa soutenance, j'ai vraiment, je tenais absolument à le publier. En fait, ça m'avait vraiment bouleversé, ce texte. Et quand je l'ai contacté le lendemain pour lui proposer de le publier, donc on était à la mi-juin, elle m'a dit, je vais prendre l'été pour y penser.
et je vous donnerai une réponse en septembre. Alors, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Je me disais, bon, soit qu'on me dit que j'arrive trop tard, mais en général, bon, on ne me dit pas, je vais prendre 2 mois et demi pour y penser. Alors, donc, ça m'avait un peu, moi, pour le coup, j'étais drôlement perturbée. Hein. Alors, donc, au mois de septembre, quand est arrivé le mois de septembre, alors en plus, j'avais relu le texte et plus je le relisais, plus vraiment j'y tenais encore plus. Donc, quand je l'ai contacté en septembre, j'ai dit, bon, est-ce qu'on pourrait au moins se rencontrer pour qu'on puisse en discuter? Donc là, il a accepté, puis après, on a pu mettre en route le travail. Mais disons que pour le coup, c'est moi qui étais plus déstabilisée qu'elle. Alors, Incroyable anecdote. En principe, c'est évidemment dans l'autre sens. ouais. Donc, non, elle s'est pas ruée tout de suite sur en fait, la possibilité d'être publiée. Mais bon, en même temps, je trouve ça bien parce on voit elle réfléchit, que Fatima réfléchit beaucoup à ce texte. À partir du moment où elle savait très bien que quand il serait publié, en fait, qu'on en parlerait, en fait, que ça créait un peu, qu'il y aurait un peu un effet assez boule de neige. Et tout ça à 25 ans. Comment on vit ça Et à 25 24 ans? ans au moment où, hein, 24 ans Ouais. à ce moment-là. Ouais. Comment on vit ça à 25 ans? C'est un âge extrêmement jeune pour être auteur, écrivain. Les écrivains aussi jeunes sont véritablement extrêmement rares. Comment on vit ce succès? Parce que pour l'instant, je pense, j'ai pas de chiffres, mais les éditeurs les ont évidemment, mais c'est un succès. Vous avez eu le prix du premier roman pour Les Inrocks. Euh, Clairement, il y a une émulation, Fatima Daas, et c'est génial. Mais comment on vit ça à 25 ans? Est-ce que c'est quelque chose de difficile ou c'est que du bonheur? Non, c'est jamais que. Ça a été difficile à des moments parce que je me suis sentie propulsée et puis devenir un personnage public, c'est assez déstabilisant en fait. Je sais pas si c'est à 24 ans, mais je pense que c'est toujours un peu déstabilisant d'être reconnu en fait. Et quand je dis reconnu, c'est Au sens premier du terme. ouais, c'est ça. Et après, c'est aussi beaucoup de bonheur. Mais déjà, le bonheur d'être lu, d'avoir terminé un roman, qui passe par plusieurs mains, qui voyage, qui soit traduit, qui soit adapté, qui soit transformé. Ça, c'est un bonheur. Ça, c'est un bonheur. Et encore une fois, rencontrer mes lecteurs et mes lectrices, c'est toujours très précieux, en fait. Et ça, voilà, à 24 ans, c'est beaucoup. De vivre ça à 24 ans, 25 ans, c'est beaucoup. Mais beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté. Je rebondis, pardon Rita, je rebondis sur ce que vient de dire Fatima, sinon je vais encore oublier la question. Mais vous avez parlé de traduction, d'adaptation. Vous me tendez une perche, justement, où ça en est. Et j'aimerais savoir, alors je pense que la question est, je la connais, je connais déjà la réponse, mais je la pose quand même. Est-ce qu'il est envisagé que le livre soit traduit au Maghreb ou dans certains pays arabes? Alors pour l'adaptation ciné, on est encore en train de voir du monde. Donc ça en est à ce stade-là du choix. En discussion donc. Et pour les traductions au Maghreb, non. Bah, pas pour le moment, mais en fait, Ah, il y a beaucoup c'est-à-dire il y a beaucoup de demandes d'un peu partout, donc je sais pas, on espère que ça viendra, mais bon, là actuellement, il y a déjà 6 traductions en cours, alors donc on parle, bon, la maison d'édition Open Press aux États-Unis, mais il y a au Danemark, en Italie, en Espagne, ça va être traduit aussi en catalan, en fait. Bon, donc ça. Et puis pour les adaptations cinématographiques, vous savez, il y a toujours. Il y a beaucoup de demandes de réalisatrices, surtout, j'ai envie de dire, réalisatrices, productrices, producteurs, mais enfin, et puis il y aura sûrement des coproductions peut-être avec d'autres pays. Donc là, on espère effectivement que ça ouvrira sur le Maghreb. Ouais, on Rita, espère. Fort. Rita, tu voulais compléter? Oui, je
voudrais juste compléter. Effectivement, ma question était par rapport à la publication au Maghreb, et je pense bien évidemment à l'Algérie, mais aussi au Maghreb de manière générale. Mais vous dites que c'est prévu. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Est-ce que vous avez pensé aussi aux obstacles que vous pourrez avoir au Maghreb, dans des pays musulmans où c'est un petit peu délicat de parler d'homosexualité? Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été déjà réfléchi de votre côté? Est-ce que c'est aussi est-ce que c'est un besoin déjà dans un premier temps, et dans un deuxième temps, est-ce que vous êtes renseigné par rapport à cet aspect-là? Et je pense bien entendu aux obstacles par rapport au sujet de l'homosexualité. Du coup, non, on n'a pas eu de proposition encore. Moi, je le désirerais vraiment, en fait, que ce soit traduit en arabe. Pour ces questions-là, c'est Peut-être compliqué. même en français. Moi, je pensais aussi à une publication en français, puisqu'au Maghreb, Ouais, c'est assez normal, on va dire, de publier en français, tout à avant fait. même de traduire en arabe. Tout à fait. Après, pour la question du secret, c'est peut-être un peu innocent de ma part de dire que j'ai un pseudo, mais j'ai pas encore envisagé les possibilités, je vous avoue. J'ai pas encore Que réfléchi à vous la dites que vous êtes de toutes les manières reconnu. Enfin, on a l'image, donc c'est vrai qu'on n'a pas Ouais, le ouais. nom, mais J'essaie de me voiler la face un petit peu encore. C'est très difficile, hein, l'exercice que vous êtes en train de faire en réalité par rapport à ce roman, entre les différentes casquettes, le nom d'auteur, le nom du personnage, le pseudonyme. Vous vous êtes mis des bâtons dans les roues quand même, hein. Je me suis à la fois amusée, et oui, mais après, je l'assume jusqu'au bout. Je vais bricoler avec les étapes, les prochaines étapes. Après, je me demande comment Abdelattaï a fait aussi par rapport au Maroc. C'est une question que je pourrais lui poser, c'est vrai. Mais je pense que. Enfin, ouais, je sais pas. Faudrait que je lui demande. il doit y avoir Mais des obstacles, certainement, oui. ouais, mais pour revenir, pour rebondir aussi là-dessus, je dois vous dire qu'en général, comment ça se passe, c'est si un éditeur a envie de publier Fatima au Maghreb, c'est plutôt l'éditeur, l'éditrice, cette personne-là qui va réfléchir à la sortie du livre. Je veux dire, c'est comme par exemple, quand les droits sont achetés dans d'autres pays, ce sont les éditrices ou les éditeurs sur place qui réfléchissent vraiment en fonction je veux dire, de leur pays et tout, et qui ont, en fait, qui ont toutes quand ils approchent, ils expliquent pourquoi elles veulent le publier, ou la nécessité et tout ça. Donc, cette réflexion-là ou cette demande-là vient de l'extérieur. C'est pas à nous nécessairement de créer cette demande. Il y a une question de Sandra qui n'a pas de micro, qui s'excuse, mais et une très bonne question, je trouve. Est-ce que vous envisagez d'aller parler de votre texte dans les établissements scolaires, évidemment auprès des jeunes? Grave, bah ouais. Ça, c'est ce que j'adorerais faire, et ce qui va se produire, je pense. On avait des rendez-vous, mais là, avec le confinement, je crois qu'il y a des trucs qui se sont annulés, mais qui vont avoir lieu dans les mois à venir. Oui, j'adorerais. Donc, j'adorerais, et j'ai hâte de ces moments-là, parce que pour moi, c'est très important. Très, très Tu as eu important. une rencontre cette semaine aussi avec Ah oui, bah oui. des étudiants. Avec des étudiants de Sciences Po. Avec des étudiants de Sciences Po sur la question de la race, de la sexualité, du genre. Et, Et et justement, le retour des jeunes par rapport à votre roman, pour ceux qui l'ont lu. Alors, en fait, en réalité, les jeunes est entre guillemets un public euh, qui n'est pas à convaincre, à mon sens, parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit que nos anciennes générations. Mais ça passe par eux, l'avenir passe par eux, donc j'imagine que c'est capital pour vous. ah, mais c'est très important pour moi, et j'ai pas du tout envie de convaincre ou de persuader les jeunes à lire, ou les jeunes à s'intéresser. Je pense qu'ils s'intéressent tout court, ils sont très intéressants et très intéressés. Après, j'ai juste envie d'ouvrir ces dialogues-là. Ces discussions-là, pour moi, elles sont très importantes, et j'ai envie de partager, et j'ai envie de les entendre surtout. J'ai envie de les entendre parce que je trouve qu'en fait, et par mon expérience en tant qu'enfant, adolescente, etc., j'ai eu la sensation qu'on ne pouvait pas dire, qu'on ne pouvait pas poser de questions, que tout de suite, ça posait problème si on le disait d'une certaine manière, que forcément on cherchait la provocation. Donc je pense que quand on est ado, on a envie de parler de certains sujets,
mais que souvent, on nous referme la porte, en fait. Et du coup, c'est pour ça que moi, je trouve ça très important d'aller dans les classes. Et par rapport aux étudiants de Sciences Po, ce que j'ai ressenti, c'est que ils étaient assez heureux de voir ce parcours-là d'une personne qui a 25 ans. Ça, je le remarque beaucoup, ouais. Ça, alors, Eva? en fait, Ouais, je pardon. pense qu'ils se sont sentis proches. Ouais, on les comprend. On les comprend. Eva? Bonsoir à tous, bonsoir Brigitte et Bonsoir. Fatima. Je rebondis sur ce que vous disiez, Fatima. Tout à l'heure, vous parliez du fait d'utiliser un pseudo. Vous avez dit aussi, enfin voilà, ça vous aurait gêné de porter le nom de vos parents. Et après, effectivement, ce flou autour de l'autofiction, du fait que la narratrice s'appelle comme votre pseudonyme. Et justement, je me posais la question par rapport au thème, alors quel qu'il soit, hein, dans le livre, mais qui sont des thèmes qui sont forts, qui sont des thèmes clivants, et notamment à toute la description de la famille où on voit qu'il y a une proximité entre les sœurs, il y a de l'amour maternel, mais il y a aussi un rapport au père qui est parfois un peu compliqué, le père qui a l'air d'être une personne assez dure, assez taiseuse. Enfin, c'est compliqué de discuter avec lui, parfois aussi un peu violent. Il y a des choses aussi assez dures qui sont dites par rapport à la grande sœur, celle qui fugue. Et je voulais savoir comment votre entourage en fait avait accueilli le roman. Est-ce que c'est de la fierté de voir ce roman publié, primé, d'avoir autant de succès, autant d'écho dans la presse à seulement 25 ans, ou est-ce qu'il y a aussi une petite part de gêne par rapport au thème qui était évoqué, et notamment par rapport à la famille? Il y a beaucoup de fierté. Ma mère et mes sœurs l'ont lu, donc beaucoup de fierté, beaucoup d'encouragement. Euh, Après, de la gêne, non, non, parce que, par exemple, ma mère, je discutais beaucoup avec elle pendant l'écriture, donc je lui avais déjà lu des passages. Après, c'est de la fiction aussi, donc elle a très bien compris que c'était un mélange de fiction et de passages peut-être empreints d'autobiographie. Donc il n'y a pas eu de gêne, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Et elle est très fière, ma mère, ouais. Elle est très fière. Et ça, c'est cool. Super, ça fait plaisir à entendre. C'est vrai que par rapport à l'autofiction, comme il y a toujours un peu de flou par rapport à l'autofiction, enfin, moi au début, quand j'ai lu votre livre, je pensais vraiment que vous vous appeliez Fatima Das. Enfin, la seule différence effectivement que j'avais vue, c'était au niveau de l'âge, puisque la narratrice a 29 ans, vous en avez 25, donc je me suis dit oui, donc il doit y avoir un travail d'autofiction derrière, mais effectivement, à la base, je pensais que c'était un récit autobiographique, vous parliez vraiment de vous, voilà, de façon très naturelle, et je me demandais si ça, justement, cette autofiction, alors c'est un jeu, mais en même temps, est-ce que ça n'entraînait pas des confusions qui parfois pouvaient être créer de la friction en fait avec un entourage? Avec mon entourage proche, vous voulez dire? Oui, enfin, je sais pas, moi je me dis, par exemple, si j'écrivais une autofiction, je pense que ma mère me dirait, ah non, mais quand même, ça s'est pas passé comme ça, et toi, t'incarnes une narratrice, les gens vont croire que, voilà. Notamment ton Ouais, aventure ouais, avec Brad Pitt. Avec non, Brad mais Pitt. j'entends très bien Ouais. ce que vous voulez dire. Après, je pense que j'ai tellement transformé aussi qu'il n'y a pas. En fait, si, il y a de l'identification possible. Bien sûr que ma mère, le personnage de la mère, elle était là, oui, j'ai bien compris que c'était moi. Cette histoire, elle me parle. Il y a des trucs. Voilà, ça lui a fait. Ça l'a touché dans l'histoire. Il y a des choses qu'elle a retrouvées. Mais après, je pense que dans l'écriture, il y a toujours des personnes qui se reconnaissent dans ce qu'on écrit et parfois, c'est pas du tout eux. Donc on doit se justifier, on leur dit mais non, mais c'est pas toi. Et ça c'est étrange. Donc je pense qu'il faut prendre ça comme avec distance la lecture. Et moi, ma mère, elle est très à l'aise avec ça. Et en fait, je vais juste expliquer certains trucs et elle m'a dit en fait, j'ai compris en fait, t'as pas besoin de m'expliquer. J'ai compris, tu mélanges le vrai et le faux. Donc c'était voilà, c'était l'accord. Après oui, il y a eu des personnes qui se sont interrogées sur ce que j'ai écrit. On va dire ça comme ça. Une Merci question beaucoup. de...
une question de Stéphanie qui demande si la passion que vous avez eue à écrire, est-ce que c'est toujours la même aujourd'hui et avant d'écrire le roman? La passion pour l'écriture? Est-ce qu'en réalité, ce qui vous motive, c'est la même chose aujourd'hui que ce qu'il y a eu avant d'écrire La Petite Dernière? Je pense que c'est différent. Je passe d'une étape à une autre. Je pense que j'ai toujours très envie d'écrire. Mais je pense qu'il y a un renouvellement du désir à chaque nouveau projet, je crois. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être faire la petite lecture de l'extrait, Fatima? Vous êtes Bien prête? sûr. Oui, tout à Allez. fait. Du coup, j'espère que j'ai pas choisi un passage qui va spoiler quoi que ce soit. Mais comme j'ai pris la page 66, j'espère que ça ira. Et c'est très court. Je m'appelle Fatima. Je suis censée porter un nom pacifique. Je crois que j'ai sali mon prénom. Un soir, au lycée, pendant ma dernière année, j'agresse un garçon. Il s'appelle Benjamin. Quand il parle, ses mains l'accompagnent. Il est pâle, maigre, efféminé. Benjamin passe devant moi, je lui fais un croche-patte. Il trébuche, se relève, me regarde et me demande pourquoi j'ai fait ça. Je lui dis de dégager avant que je m'énerve. Il hausse le ton, réitère sa question sur un ton révolté. T'es un sale pédé, qu'est-ce que tu parles avec moi? Bouge avant que je t'explose. Les 4 personnes qui sont à mes côtés rigolent un peu, tout en essayant de me calmer. Benjamin s'en va en sanglots. J'ai envie de me buter. 2 ans plus tard, je croise Benjamin à Clichy-sous-Bois. Je pense à ce que j'ai fait, je pense à ce que je suis devenue. Je ne trouve pas la force de m'excuser. Voilà, j'ai choisi ce passage aussi, c'est bien parce qu'on parlait d'homophobie intériorisée tout à l'heure. Et je pense que voilà, par exemple, un passage comme ça, c'est très important pour moi qu'il existe. Et je sais que c'est violent, hein. Je sais que c'est violent d'écrire ça. Mais c'est important. C'est important et ça dit aussi beaucoup de choses dans la manière dans la contradiction du personnage aussi. Le fait d'insulter ce jeune homme. Euh, Pourquoi avoir voulu insérer cette dichotomie, cette contradiction à chaque fois au sein de ce personnage? Est-ce qu'on est tous des individus aussi contradictoires? Est-ce que véritablement c'est ce qui fait aussi notre identité? Je pense on a tous beaucoup de contradictions en nous. Soit on l'exploite, soit on l'exploite pas. Et soit on a la place d'accepter ces paradoxes-là et d'en faire quelque chose et peut-être les transformer en quelque chose de moins douloureux ou de plus en écriture, par exemple. Mais je pense qu'on a ces paradoxes-là. On les a tous, je sais pas, mais on a beaucoup de personnes ont ces paradoxes-là. Ouais. Et pourquoi faire exister parce que j'ai l'impression que c'est toujours très simpliste les discours et qu'on ne va pas au fond de ce qui se passe, de comment on se construit avec la détestation de soi, comment on se construit quand on se hait, quand on ne peut pas se nommer, quand on vit dans le silence, quand on cache des secrets, quand on ment, quand on se sent pécheresse. Enfin, ça fait beaucoup et je me dis, c'est important de montrer cette terreur-là, de ce que cette violence de la haine de soi produit sur l'autre et produit sur nous-mêmes. Donc on se met à être violent, donc on se met à faire tomber un jeune garçon parce qu'il nous rappelle qu'on est lesbienne. Puis après on s'en veut, au moment où on le fait on s'en veut, mais en même temps on se dit il l'a bien cherché, mais en fait on se déteste d'avoir fait du mal à quelqu'un. Et donc c'est un cheminement et c'est important qu'il y ait aussi cette terreur-là, la violence qu'on fait aux autres, la violence qu'on subit, la violence qu'on voit. Et en effet, c'est cet effet miroir dont vous parliez tout à l'heure qui est parfaitement illustré par ce passage. Avant Complètement. avant de passer la parole à Béa, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous et ceux qui ont le livre, n'hésitez pas à le mettre en avant. Moi aussi, je l'ai. Parfait. 3, 2, 1. Top, super, merci. Béa, c'est à toi. Bonsoir Brigitte et bonsoir Fatima. Alors déjà merci parce que moi j'ai pas encore lu votre livre Fatima et je pense que je vais m'empresser de courir en librairie maintenant qu'elles sont ouvertes. Vous disiez en début de rencontre que vous étiez pas à l'aise à l'oral. Moi au contraire je trouve que vous en sortez merveilleusement bien parce que votre discours est fabuleux.
Et vos textes, en tout cas, a l'air de l'être aussi, du peu que j'en ai lu ou de ce que vous venez de faire, de lire. Moi, j'avais une question par rapport à votre projet de vie. Je respecte votre intimité, évidemment, mais j'aurais voulu savoir si vous n'aviez pas pu, pour X ou Y raison, être écrivain, comment auriez-vous pris la parole pour dire vos révoltes, pour dire vos colères, pour dire ce que vous avez à dire, puisque vous nous disiez tout à l'heure, vous prenez la parole sans attendre qu'on vous la donne. Qu'auriez-vous fait dans votre vie à la place d'écrire des livres? C'est une super question. Merci. Ouais. Oh là là, j'arrive pas à imaginer ma vie sans l'écriture en fait. Au-delà de publier en fait, d'imaginer que j'ai jamais écrit. Parce que même avant la publication, je veux dire, c'est très important pour moi et j'imaginais pas ma vie sans l'écriture, sans penser même à publier un roman. Waouh, j'ai du mal. Je sais pas, j'aurais chanté, mais c'est aussi de l'écriture. J'aurais rappé, mais c'est de l'écriture. Je sais pas, la photo, j'aurais trouvé un moyen, je pense, un autre moyen de dire, de créer. Mais pas par les mots, du coup. Ça peut Avec le l'être rap, aussi, si. Ouais. sans être contradictoire, vous pourriez aussi être aussi chanteuse en plus d'écrire des livres. Enfin, vous pourriez mixer finalement des carrières, voilà, et mélanger les genres, pourquoi pas? Après, Mélanger les identités, les genres. Moi, je suis très ouverte pour ça. Donc, si à un moment donné. Merci. On n'a pas parlé encore de la mer. Je crois qu'on n'en a pas parlé, ou alors très succinctement, mais cette mer qui est fabuleuse. Clairement, on peut le dire, cette mer, on parle toujours du personnage, hein, bien sûr, mais cette mère qui est toujours en retrait, mais qui fait quand même le travail. Et je pense que on a tous connu à un moment donné ce genre de personnes, de personnalités, peut-être dans nos entourages proches. Mais est-ce que cette mère-là pourrait encore exister aujourd'hui? Ah. Déjà, je suis d'accord, la mère est fabuleuse, ma mère est fabuleuse. Les deux. Est-ce qu'elle existe aujourd'hui? Est-ce qu'elle pourrait exister aujourd'hui? Bah, je pense que sous d'autres formes, oui. Après, là, c'est un personnage, qui a sacrifié. Donc, en ça, je pense que oui, il y a des personnages de mère qui pourraient ressembler à cette mère-là aujourd'hui. Parce que quand je parle de sacrifice, c'est par choix, hein, bien sûr. C'est le choix du sacrifice pour donner de sa présence à ses filles. Et beaucoup à Fatima aussi, parce que bien sûr qu'il y a un silence, mais il y a une complicité énorme entre ces deux personnages-là. Et la mère, le roman commence par la mère et se termine par la mère. Donc c'est un personnage très symbolique aussi, très symbolique dans cette histoire. Mais je pense qu'elle fait écho à d'autres personnages de mère qui sont dans la dévotion, qui par leur silence disent aussi beaucoup et qui n'a je crois que la relation avec Fatima par exemple, c'est tout se joue dans le silence, tout se joue dans le silence et la mère c'est tout, et du coup il n'y a pas d'histoire de coming out ou je ne sais quoi. La mère elle sait très bien, la fille elle sait très bien, enfin il ne s'agit plus de ça, mais c'est juste dans les regards, dans les attentions, dans la présence. Je ne sais pas si je réponds correctement à votre question. Toujours à chaque fois à la perfection. Si. Et on a reçu dimanche dernier Jaili Amadou Amal. Je ne sais pas si vous avez lu son dernier livre. Je l'ai lu et je l'ai rencontré et j'ai adoré. Et justement, vos deux romans se rejoignent, j'ai l'impression, en tout cas dans le rapport à la religion, au patriarcat, à toutes ces choses-là. Il y a cette génération-là qui arrive et on en est vraiment heureux. Vous êtes les deux pour l'instant, les deux seules voix qu'on aimerait entendre davantage et qu'on aimerait qu'elles reçoivent encore plus de prix. Mais justement, par rapport à ça, véritablement, vous êtes dans des romans, clairement, mais en même temps, vous avez une voix à faire entendre. Est-ce que vous n'avez pas envie d'un peu plus, tout simplement? Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller encore plus loin? Alors ça voudrait dire quoi? Est-ce qu'il est possible d'aller encore plus loin? Plus loin dans l'écriture, vous voulez dire plus loin? Dans l'écriture, oui.
Ouais, je pense qu'il y a toujours moyen d'aller très, très, très loin, ouais. Ouais. Là, je pense que c'est assez loin, mais non, ouais. Il y a loin, ouais, il y a encore loin et encore très loin, ouais. Il Je n'y a pas de crois, ouais. limite. Est-ce que j'ai des limites dans l'écriture? Non, parce que c'est toujours transformé. Donc, j'ai pas de limite, j'ai aucune limite en écriture et c'est ça qui me porte. Toutes les limites que je peux trouver dans la vie, je les ai pas en écriture. Et c'est ça le sens de l'écriture pour moi. Et le personnage, j'aimerais revenir sur quelque chose qui est, à mon sens, important. C'est le personnage, Fatima Das, est le seul et la seule à être né en France. Euh, Toute la famille est née en Algérie. Est-ce que véritablement ce personnage-là, ce côté qui est esselé, ça a joué aussi? Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais parce qu'on a toujours tendance à ne pas savoir si c'est la fiction ou l'autofiction. Donc là, c'est délicat, mais euh, est-ce que ça a joué un rôle pour vous, le fait d'avoir été la seule qui était née en France? Est-ce que c'est véritablement ça qui a été une sorte de déclencheur et de personne à part en réalité pour pouvoir s'exprimer différemment et être entre guillemets une sorte de voix de la révolte au sein de la famille? Je pense que c'est plusieurs choses. Je pense que et la place de la petite dernière, c'est une place souvent souvent on pense que c'est l'enfant le plus gâté, le plus aimé, etc. Moi, j'avais envie de renverser ça dans mon histoire. J'avais envie de raconter justement cette petite dernière qui en fait finalement n'est pas désirée. Et ses parents auraient désiré un an. Déjà, ils ne l'auraient pas désiré, ils ne l'ont pas désiré. Et à partir du moment où on apprend aussi que voilà, il désirait un garçon. Donc moi, j'avais envie de retourner cette importance-là qu'on pense attribuer, accorder au dernier, au petit dernier, à la petite dernière. Et ensuite, je crois que je m'éloigne de votre question. Est-ce que vous pouvez me relancer? Parce que je commence à... À Je suis fatiguer. désolée. Moi aussi, ça tombe bien. Non, mais c'était très intéressant en plus. Euh, ma question, ma Non, mais question. c'est ben, enfin, à la fin, à moins que je me trompe, là, mais c'était Oui, le poids de. question. Ben, c'était la seule à être née Ah, en France Oui, c'est ça. face Voilà. aux autres. Voilà. après, oui, donc oui, la seule à être née en France aussi, parce que ça créait directement un décalage. Mais autant que être lesbienne, autant que d'être une fille, mais pas complètement une fille, voilà. Je pense que ça joue forcément et la place qu'on a dans la famille, et où on est né, et la recherche du sentiment d'appartenance. Et du coup, le personnage de Fatima se rend compte qu'elle est la seule à être née en France, beaucoup aussi quand elle va en Algérie. Parce que ça crée un décalage et qu'on lui rappelle souvent qu'elle est française. Et on ne le fait pas avec ses autres sœurs parce qu'elles, au moins, elles sont nées en Algérie. Ouais, je dirais ça. Mais oui, c'est aussi pour ça. C'est aussi un des premiers facteurs de se sentir à côté, quoi. Pas avec eux, pas avec les autres. Alors, on n'a pas parlé du titre du livre, mais il est plutôt clair et limpide. Je pense que vous n'avez pas eu forcément beaucoup de mal à le trouver. Ouais, ça, j'imagine. Mais la couverture, on n'en a pas parlé encore. Je ne sais pas si vous l'avez faite ensemble, si vous l'avez en tout cas imaginé ensemble. Je ne sais pas si Brigitte peut y répondre aussi. Non, mais en fait, les couvertures, je travaille avec le studio Paprika. Et puis, c'est un studio de graphistes. Et en fait, la façon dont je travaille avec eux, parce que toute la collection, là, malheureusement, je n'ai pas d'autres livres de Notabilia sous la main, mais en fait, toute la collection, c'est toujours le même graphisme. La Donc, même il y a charte toujours graphique. Oui. la même charte graphique, toujours avec donc un dessin un peu, si on veut, stylisé. Justement, c'est assez graphique. Et puis, il y a toujours un élément rouge. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'envoie, bien entendu, le texte au graphiste et j'envoie aussi un argumentaire. Je lui parle du livre, je lui parle des aspects les plus importants dans le livre. Alors, je dis soit moi ou même Manon qui travaille avec moi maintenant, Manon Frappa. Et donc après, ben, il fait des propositions. En général, c'est 4 à 5 propositions qu'on soumet
à l'auteur. Donc, dans ce cas-ci, Fatima a tout de suite aimé cette proposition de ce bouquet de fleurs. Voilà, qu'il y en a une comme ça qui pousse, qui est un peu différente, alors qui est là. Donc, c'est ça, c'était cette nature morte. Parfait. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a encore une question, sinon on va se quitter là. En tout cas, il est temps de vous remercier toutes les deux et aussi de remercier Jérôme. Jérôme, c'est ma petite étoile. En réalité, il arrive à accomplir des miracles. Alors, merci Jérôme, merci infiniment. Et évidemment, Brigitte et Fatima, merci infiniment d'avoir été là ce soir. C'était un véritable plaisir et c'était fourmillant d'idées et de très bonnes questions, il faut le dire, hein, il faut le noter. Tout le monde a été très, très bon. Alors, merci infiniment à toutes les deux et on vous souhaite le meilleur, Fatima, non seulement pour les prochains, mais d'abord pour celui-ci, pour la petite dernière, le petit dernier pour le coup. Donc, en réalité, merci. Merci tout simplement parce que c'est un beau cadeau que vous nous faites et ça a été un véritable plaisir non seulement de vous lire, mais surtout de vous écouter aujourd'hui. Alors, merci. Merci à vous tous et merci Anthony. Merci beaucoup Anthony, c'était un échange très très intéressant. Merci à tout le monde pour vos questions, pour votre présence. Merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment très très bien. Et Brigitte, merci non, mais merci. Manon qu'on a vu qui était là. Oui, qui est là Manon. Manon qui est là et Jérôme aussi qui est arrivé. Et Jérôme. Salut, super. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.